Bonjour à tous, bienvenue à notre programme de formation via la plateforme ECO sur les thématiques de santé publique et notamment d'épidémiologie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la maladie à virus Marburg, une épidémie qui sévit au Rwanda et comment est-ce que le Cameroun devrait se préparer en situation d'alerte. Nous avons autour de la table, comme panélistes, des orateurs nationaux et internationaux. Docteur Dunga Chanceline, chef service de la surveillance épidémiologique, médecin spécialiste en santé publique et en santé au travail. Elle est reconnue pour son engagement dans la recherche, l'amélioration des systèmes de surveillance épidémiologique, notamment en Afrique subsaharienne et au Cameroun, son pays. Elle va aborder au cours de ce webinaire comment renforcer les capacités de détection de la maladie à virus Marburg au Cameroun. Le deuxième orateur, c'est Dr Esther Steck, qui nous vient de MSF. Dr Esther est une référente de médecine tropicale au siège de Médecins sans frontières. Elle apporte son expérience plurielle acquise dans les hôpitaux universitaires de Genève et d'Europe. Elle est postgraduate degree in outdoor medicine, advanced wilderness life support à la faculté de médecine de l'Utah. Et elle va présenter les principes de prévention et de contrôle de l'infection Marburg, y compris les principes d'isolement des cas suspects, quelque chose qui est quand même un challenge dans notre pays, le Cameroun. Le troisième orateur nous vient de l'OMS. Il s'agit de Dr Jerry Jonas Bacha, qui est un médecin épidémiologiste avec une grande expérience de santé publique, de terrain, d'action humanitaire dans le renforcement des systèmes de santé dans les situations de crise humanitaire pour l'Afrique. Actuellement, il est employé par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2017, qu'il a déployé au Rwanda, où il organise le partenariat opérationnel, supervisant plusieurs initiatives qui aident dans la gestion des urgences. Vous avez notamment l'initiative GOLM, les initiatives EMT. Se basant sur sa riche expérience de terrain, il va nous édifier sur les principes de prise en charge des cartes de Marburg et les principes d'une gestion globale d'une épidémie à maladie, une épidémie de maladie à virus Marburg. Enfin, et pas le moindre, nous allons donner la parole à Dr Eso Linda, qui est médecin de santé publique, épidémiologiste de terrain, sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies et coordonnateur adjoint du Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique. Vous imaginez bien qu'avec tout ce background et ces responsabilités, elle a une riche expérience dans le domaine de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique complexes. Notamment au Cameroun, on peut citer Covid, on peut citer Mpox. Et là, maintenant, nous faisons face à une alerte à Marburg. Ceci dit, nous allons sans plus tarder passer la parole
au premier orateur, Dr Dilunga, qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la maladie à virus Marburg, nous expliciter la situation épidémiologique au Cameroun et en Afrique, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut retenir pour renforcer les capacités de détection au Cameroun, notamment au point d'entrée dans les formations sanitaires et en communauté. Docteur Dilunga, Chanceline, vous avez la parole. Est-ce que vous confirmez que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, docteur Chanceline, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être une fois de plus sur ce panel de webinaire ECHO pour partager l'expérience du Cameroun en termes de préparation et de réponse aux urgences de santé publique et spécifiquement concernant la maladie du Marburg. Donc, il est question de savoir ce que c'est et aussi comment est-ce que nous pouvons renforcer nos capacités. Déjà, pour assurer tout le monde, il faut dire que le Cameroun n'a pas encore enregistré un cas de fièvre hémorragique à Marburg, encore moins à Ebola. Donc, il s'agit essentiellement des capacités de préparation et de réponse. Sur ce, nous avons participé à un précédent webinaire où on a détaillé la maladie à virus Marburg. Nous allons juste rappeler les généralités. Quel est le contexte épidémiologique actuel en Afrique? Quel est le résultat de l'analyse des risques de survenue de la maladie à virus Marburg au Cameroun? Qu'est-ce qu'on doit faire selon le niveau de risque compte tenu de nos résultats? Et enfin, est-ce que nous sommes prêts à faire face à une probable épidémie? Vous le savez déjà, la maladie à virus Marburg fait partie de ce qu'on appelle les fièvres hémorragiques, qui sont des maladies assez sévères. Elle est causée par deux types de virus de la famille des filoviridés, comme vous pouvez le constater à votre droite. Le virus de Marburg à proprement parler, mais aussi le virus de Haffman. Le taux de létalité varie de 25 à 88% pour une moyenne de 50%, mais il faut dire que dans les pays qui ne sont pas préparés ou qui n'ont pas l'habitude de faire face à ces fièvres hémorragiques, généralement, comme on l'a dit, ça fait partie des fièvres hémorragiques virales et que les signes et les symptômes sont similaires parfois à la maladie à virus Ebola. Pour ceux qui ont eu à prendre connaissance des conséquences de la maladie à virus Ebola dans les pays comme en Afrique de l'Ouest autour de 2014, il faut dire que vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non, non, l'écran n'est pas visible. Non. Non, Je vais docteur. repartager. Je vais On ne voit repartager. pas votre écran. Oui, oui, je vais repartager l'écran parce que je ne sais pas comment c'est fait. On voyait encore l'écran de M. Maïdé, mais je pense que là, On c'est bon. voit, il faut choisir C'est le bon, docteur. C'est OK. Vous n'avez pas raté grand-chose. Vous n'avez pas raté grand-chose de tout ce que j'ai dit là. S'il y a quelque chose d'important à retenir maintenant, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de vaccin, encore moins de traitement antiviral approuvé. Des essais cliniques sont en cours dans la plupart des pays qui ont eu à notifier des épidémies de maladies à virus Marburg. C'est pour ça que ça constitue un enjeu crucial pour la santé publique en termes de propagation de la maladie et aussi en termes de gestion de la maladie si on n'a pas les éléments de prise en charge. Le réservoir du virus, les primates, humains et non humains, vous pouvez voir les chimpanzés, l'homme, mais la source connue aussi, c'est les chauves-souris frugivores. La transmission, c'est une anthropozoonose, elle peut se faire de l'animal à l'homme,
Mais lorsque c'est passé chez l'homme, le risque de contamination interhumaine est également très élevé par contact direct avec les personnes infectées. L'intérêt ici, c'est que lorsqu'on détecte un cas, même si c'est encore un cas suspect, on est tenu de faire le listage des contacts pour identifier toute personne ayant pu être, ayant partagé ayant été en contact, si permettez-moi la répétition, avec les personnes suspectes malades ou les personnes infectées lorsque le diagnostic sera posé. Donc, généralement, il est important de prendre également ces aspects-là en compte et dire que ça ne concerne pas uniquement la personne malade, mais toutes les personnes ayant été en contact, que ce soit dans le domicile familial, le milieu de travail ou encore au niveau de la formation sanitaire. Ici, vous avez une image qui vous rappelle un peu la période d'incubation qui parlait de 2 à phase asymptomatique. Même si nous sommes encore dans la phase asymptomatique, les symptômes sont assez divers. Et généralement, le signe caractéristique qui est la fièvre hémorragique ou bien les signes hémorragiques peuvent venir assez tardivement, ce qui explique qu'en début d'épidémie, il est parfois difficile de confirmer la maladie ou de détecter précocement l'épidémie parce que les personnels soignants ou bien tous ceux qui sont autour des malades s'attendent à avoir des signes hémorragiques pour notifier. Donc, si vous avez des personnes qui ont été en contact, même aussi l'histoire de voyage dans un pays en épidémie, qui fait de la fièvre, qui est fatigué, avec une maladie qui ne s'explique pas, n'attendons pas de voir les signes hémorragiques pour alerter les autorités de santé publique. Il faut savoir que c'est une maladie qui existe depuis, qui a été détectée pour la première fois en 1967, après exposition dans des laboratoires où on examinait des primates non humains venus d'Afrique. Et depuis lors, l'Afrique a connu plusieurs épidémies et la dernière en date est celle du Rwanda où actuellement ils ont 63 cas, en tout cas les données du 23 de leur site parlaient de 63 cas confirmés. Ça sera explicité tout à l'heure Mais vous passez le matin à le quelle collègue. Vous Le passez collègue, manger on a ça 15 décès. Mais c'est Or, tout de suite, le chef de santé de moi, je suis à la délégation régionale de la santé. celui qui... Donc, ils sont vraiment encore dans la tranche basse en termes de taux de létalité, ce qui a félicité. J'espère que le Cameroun sera capable d'avoir une telle performance si d'aventure nous arrivons à avoir des cas. Il est toujours important lorsqu'on parle d'épidémie, malgré les symptômes cliniques qui sont connus de la maladie et généralement recherchés dans les hôpitaux, de savoir que pour le praticien de santé publique ou l'épidémiologiste, nous travaillons avec la définition des cas. Les cas suspects, ça veut dire toute personne présentant des symptômes pouvant alerter la maladie. On n'a pas besoin d'arriver à l'hôpital pour le faire ou bien d'avoir un spécialiste de santé publique. Il faut simplement être alerte et être capable de connaître les signes, mais surtout les symptômes, c'est-à-dire ce que le malade ressent et dont il exprime pouvant alerter la maladie. Les signes, c'est ce qui est visible. Donc, si vous avez une apparition d'une fièvre que vous n'arrivez pas à expliquer et ceci qui a duré moins de 3 semaines chez quelqu'un qui est gravement malade ou bien une personne décédée avec l'association de 2 des signes suivants. Ça, c'est ce qui d'hémorragie. Mais il faut savoir qu'en période d'épidémie, les définitions peuvent être actualisées. Nous avons aussi ce qu'on appelle cas probable. Ça veut dire que même si on n'a pas pu faire des prélèvements pour confirmer la maladie ou bien que les résultats sont attendus et que la personne qui présente les symptômes a été en contact avec un cas confirmé ou vient d'une zone en épidémie, on dira que la personne est un cas probable de maladie à virus, de fièvre hémorragique virale. Parce qu'il faut dire que quand nous sommes en phase de signes et symptômes, on travaille plus sur le syndrome de fièvre hémorragique aiguë. Maintenant, on a les cas confirmés lorsqu'on fait des examens de laboratoire. Généralement, c'est ELISA ou la PCR. Nous avons des définitions de cas pour la communauté et bien évidemment, c'est limite toujours à fièvre hémorragique virale.
tout simplement parce qu'on n'est pas capable à ce stade de dire si c'est Ebola, Marburg, etc. Donc, toute personne ayant une maladie inexpliquée accompagnée de fièvre et saignement, ou bien toute personne qui décède d'une maladie grave inexpliquée accompagnée de fièvre et de saignement. Qu'en est-il de l'analyse du risque de survenue de la maladie à virus Marburg au Cameroun? Il faut rappeler que l'analyse des risques selon la méthodologie de l'OMS prend en compte l'agent pathogène avec tout ce qui est pouvoir de pathogénicité, de transmissibilité, disponibilité, même aussi des moyens pour faire face à la maladie. Ça, c'est le contexte du pays, les capacités du pays et l'exposition en termes de population vulnérable. On a vu qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, forcément, s'il y a un cas de maladie à virus Marburg qui est confirmé au Cameroun, les populations susceptibles, le taux sera assez élevé. Vous avez vu que ça provient des primates aussi non humains qui sont les réservoirs, les chauves-souris. Il y en a au Cameroun. Donc, le risque de survenue, ce n'est pas seulement attendre que ça vienne d'un autre pays. On a un risque endogène de, euh, d'apparition des fièvres hémorragiques virales, parmi lesquelles la maladie à virus Marburg. Maintenant, on a aussi le risque exogène qui est le risque d'importation. On l'a eu lorsqu'il y avait l'épidémie confirmée en Guinée équatoriale en 2023 et maintenant avec le Rwanda, ce qui justifie le niveau, ce qui justifie même ce webinaire-là. Et en prenant en compte tout ce qui a été dit précédemment, on voit que le Cameroun présente quand même un risque élevé, pas très élevé, mais élevé d'importation de la maladie à virus Marburg sur son territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire selon le niveau de risque? Nous sommes dans un risque élevé. Ça veut dire que tout le gouvernement même doit se mobiliser. Du Ma connexion est partie. J'ai eu une petite interruption de la connexion. Malheureusement, ça arrive dans notre contexte. Vous arrivez à voir l'écran? Vous arrivez à voir l'écran? Merci beaucoup. Donc, je disais que le risque de survenue de la maladie à virus Marburg au Cameroun étant élevé, que ce soit le risque endogène ou alors beaucoup plus le risque exogène du fait des pays qui sont en épidémie avec tout le trafic que nous pouvons connaître en termes de trafic aérien, nous en sommes encore du fait de n'avoir pas détecté de cas à la phase de préparation que vous voyez ici dans la figure à gauche. Et la phase de préparation, là, consiste à ce qu'on appelle la planifier ou bien alors je ne voulais pas dire se préparer, mais c'est s'entraîner, voilà. S'entraîner, c'est le terme, comme un compétiteur ou bien un athlète qui va peut-être compétir, s'entraîner à être capable de faire face à l'incident si ça survient. Faire face à l'incident avec pour objectif déjà renforcer les capacités pour que la maladie n'entre pas sur le territoire et que si ça arrive, que cela n'entraîne pas des conséquences graves, comme on l'a vu dans les modalités qui permettent d'évaluer le risque parce qu'on aura mis en place les éléments nécessaires. Ça commence par l'identification des dangers potentiels. On sait déjà à qui on a affaire. C'est des virus, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, mais il faut élaborer les documents normatifs pour pouvoir faire face à cela et ceci de façon assez concertée, participative et multisectorielle. Donc, élaborer les procédures, élaborer les plans de préparation et de réponse, élaborer les directives de surveillance. Il faut être capable de former le personnel
Il faut être capable d'identifier les ressources nécessaires pour la gestion. Il faut aussi sensibiliser la population sur le risque différents domaines de planification. Est-ce que nous connaissons les risques, le risque auquel nous avons affaire? On a dit oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer la surveillance. La modératrice l'a dit à tous les niveaux, en communauté, dans les points d'entrée, les aéroports, etc. Mais il faut également renforcer les capacités pour permettre l'identification précoce des cas et tout ce qui est investigation. Si vous vous rappelez avec COVID, ceux qui portaient des comment on appelle, des blouses blanches, là, descendaient en communauté pour aller chercher les cas et ensuite faire le suivi des personnes qui ont été en contact avec les cas. Actuellement, les directives sont disponibles. Nous avons des laboratoires de référence capables de confirmer la maladie. C'est un bon point qu'on a aussi. En termes de documentation, sur les plans de préparation et de réponse, on doit avoir des plans de contingence spécifiques, mais qui sont également testés. On a des plans de préparation et de réponse, mais si mes souvenirs sont bons, le dernier exercice de simulation date de, je pense, 2016, ou lorsqu'on se préparait à accueillir la CAN féminine. Ça, c'est le dernier exercice. Est-ce qu'on a formé le personnel? Il faut dire que nous avons ce qu'on appelle des points focaux surveillance en région, au niveau des districts de santé qui sont formés dans les formations sanitaires, qui ont reçu des documents peut-être pour identifier les cas, mais la formation n'est pas effective parce qu'ils sont plus nombreux, c'est difficile. La communauté aussi, est-ce qu'elle est sensibilisée? Ça, c'est pas toujours sûr, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons des équipes d'intervention rapide, déjà même multisectorielles, qui sont formés, qui nécessiteraient à être renforcés, mais qui sont formés même pour les cas d'enterrement digne et sécurisé. Nous avons le 1510 aussi, qui est fonctionnel et vulgarisé, qui peut être utilisé de façon judicieuse pour permettre l'identification des cas et même notifier. En termes de l'organisation des ressources, en 2014, on avait identifié la liste des commodités nécessaires pour faire face à une épidémie de fièvre hémorragique virale, ce qui a été réactualisé avec l'épidémie de Marburg en Guinée équatoriale, avec des prépositionnements même faits. Forcément, il faut tout le temps réviser pour être sûr qu'il n'y a pas de rupture de stock, de péremption, etc. En termes de communication, les outils de sensibilisation sont toujours continuer la sensibilisation et utiliser tous les canaux, cette fois-ci selon le risque. Pour terminer, je vais dire que la connexion, on a des capacités dans les points d'entrée. Donc, je vais peut-être m'arrêter. Merci. C'est fini. Le micro est ouvert. Ok, merci Chanceline pour cette présentation qui pose même le contexte de notre webinaire. Maintenant, nous savons bien qu'est-ce que c'est que la maladie à Marburg et surtout qu'elle est grave, les conséquences sont fatales et qu'il est très important de limiter les risques et d'importation et de propagation. Ainsi, je vais introduire le docteur Esther de NSF qui va nous expliquer de façon plus concrète comment est-ce qu'on peut limiter les risques de propagation, contrôler l'infection en contexte
d'épidémie à maladie, d'épidémie à Marburg. Donc, docteur Esther, vous avez la parole. So can you hear me? Yes. Yes. And can you see my screen? Yes. Is it coming? I don't see my screen. You see my screen? Yeah. Yes. Ah, but how comes I can't see it? That's strange. Okay, that's strange. 1 second, because then I cannot go to the next slide. 1 second, I will just stop sharing and I'll share again. Il n'y a pas moyen que ce soit une petite transition. On peut proposer. Hein? On peut proposer qu'elle laisse compartir ça. Non, là, c'est après le repartage. C'est pour ça que c'est le préfet là. Oui. You can see my screen? Yeah, now I can see it as well. You see my screen? Yes, it's good. Oh. Okay, great. Thank you. So my slides are in French, but I will speak in English if that's okay for you. So thanks that I can participate to this webinar. It's an honor for me. So we will talk today about infection prevention and control and isolation. So first of all, often the beginning of an outbreak is not immediately recognized, especially if you are in a country as Cameroon, where you never ever had a filovirus outbreak, so filovirus, either Marburg or Ebola. But also in other places, often the first case is not recognized, or maybe even the first cases, because it's not written on the forehead, like in the patient, I am having Ebola or Marburg. And also the symptoms, mostly the initial symptoms, are similar to other more common diseases like malaria or like typhoid. So often it starts like this, that the patient, filovirus patient, comes to a hospital, is not recognized as a case. And if then the IPC measures are not optimum, and if the patient has a lot of fluid loss, because the contamination is via the fluids of a patient, when we get the fluids on our skin, if there's a break in the skin, or when we get the fluids into the mucous membranes. So then often the patient comes to a health setting, and there the patient is infecting some staff members, and even sometimes staff members can die. So that is often when the alert is raised. Okay, there is something going on in a hospital, several healthcare workers or laboratory workers or cleaning personnel is sick or is dying. That's often when the alert is raised. And then when it is tested, it's often confirmed that it's Marburg or Ebola. So if we have an extremely high level of IPC, infection prevention and control, we can really reduce the risk of transmission, even if we don't know that we are in face of somebody with Ebola or Marburg. So, and there was an example of, because I'm from Holland, that's why I know the case very well. There was a Dutch lady that went to Uganda and visited a cave. So was there most likely in contact with bats, infected bats. She came back to Holland, and there she fell sick. She was hospitalized in 3 different hospitals, and she had also seen her GP and another GP. So she has been in contact with a lot of people. And finally she died before it was known it was Marburg, and there were no secondary transmissions. So there was a very good level of IPC, because people didn't know what kind of disease it was. It was something very severe, and they put a lot of protective measures, but they didn't know what it was, and nobody got infected. So only this lady. So IPC, in fact, is one of the important pillars
to stop or to control an outbreak of filovirus. So IPC measures, in fact, is the most efficient method to reduce the risk of transmission of infectious diseases and also hemorrhagic fevers. And it's based on the hypothesis that all the blood and all liquids from a patient are potentially sources of infection. So not only for filoviruses, but also for HIV and for other diseases. So with IPC, what we try to do, that the personnel can continue to do their jobs correctly, but by reducing the risk of themselves getting infected as much as possible. So we try to avoid transmission between the patients to the personnel, but also from the personnel to the patients. Because, for example, if we have two patients with Marburg, and if the nurse, for example, is touching a patient with Marburg who has liquid loss, and then if between two patients she's not washing her hands, she can give the disease to another patient who is not having Marburg, for example. But also in between patients, we can have transmission in a hospital setting. It's also nosocomial transmission. When, for example, they are too close to each other and when the liquids can go from one person to the other. And also, of course, between the patients and the visitors, if the visitors are touching the patients without having any protection. So for standard precautions, you know all this, you know all this, but I just want to repeat. So a hand wash, wearing the appropriate personal protective equipment, prevention of needle prick injuries, disinfection of surfaces and of medical material, and proper waste management. And then more specific for filoviruses, so we need to have contact precautions and droplet precautions, because also via droplets the disease can be transmitted when the droplets are, enter into our eyes, the nose, or the mouth. And so we need to isolate the patient to avoid infection of the personnel, but also to avoid infections from the community. We need to have specific protocols regarding water and sanitation and waste management. And we need to have this specific personal protective equipment so that we have a kind of physical barrier between us and the contamination, the source of contamination. But this PPE, we need to wear it correctly, because if we don't wear it correctly, it will not work, it will not help. And also a needle incident, even if we put the protective clothing, it will go through the protective clothing and we can still infect ourselves. So if in the future, hopefully not, but we will have suspected cases or even confirmed cases of filovirus in Cameroon. So this is the recommended PPE, personal protective equipment. So the idea is that there's no skin and no mucous membranes unprotected. So you put something in between, something impermeable, because we don't want the fluids to come on our skin and also not on our clothes. So it needs to be impermeable. So we have a head cover, we put something in front of the eyes, like goggles or face shields, we put a mask, we put a gown, impermeable gown, and we have 2 pairs of gloves. So either examination gloves and then either surgical gloves for the medical personnel or cleaner gloves for the Watson people and the hygienist. We have an apron and we have boots, all impermeable. So it's nice, so we feel nicely protected. But of course, there's always a risk that part of the skin is unprotected. So we have to be very careful with that. And also, so it's impermeable, so that's nice. But also it means that all our body warmth and heat cannot go out. So especially if it is in a very hot country, we can get very hot. And then if you stay like half an hour, 45 minutes inside, you will be completely wet from your own sweat and it's very uncomfortable. And you can dehydrate quickly and also get very tired very quickly. So for the isolation of the patients, in fact, so we need to isolate them somewhere, but they need to come, for example, from the community to an isolation and treatment center
in a hospital setting, for example. So, but the patients normally should not come by themselves. You need to ensure that there will be a safe transportation. So what, for example, can be done to use an ambulance with a separation between the driver and the patient, and then the patient is in a closed ambulance or in a pickup. And when the patient then arrives at the treatment center, there is somebody then in full PPE to guide the patient inside. So these isolation and treatment centers, in fact, it's of course a very impressive environment for the patient and the family, with all these people dressed up in full PPE. So this needs to be very well explained to the patient and to the family members. Because if the people start to be afraid, they will not come. They will not accept to be isolated, and then you can have continued community transmission. So then in the isolation, in fact, you have the zone where you put the patients that are potentially contaminated with Marburg or Ebola. But in the beginning, you don't know if they have it. You need to do a test. You need to do a blood test to confirm that it's Marburg, or maybe that's not Marburg. But you don't want that you have people but finally turn out to be Marburg patients with patients that don't have Marburg. So you need to ensure that you have a confirmed area where the people go once they have a laboratory confirmation. And you have the zone, we call it the suspected area, where you isolate the patients that are in the clinical case definition, but that are waiting for the laboratory results. So, and then in the suspected area, normally what you try to do is to either have at least 2 meter distance between the patients, but better will be separated rooms for the patients, and also separated toilets and showers. Then, so you need to have a good triage. So nobody should go into the high risk that is not a suspected case or not a healthcare worker. And the patient flow should always go from suspect to confirmed. The confirmed should never be able to go to the suspect area, for example. And for the staff, so you go inside, you dress up, and then you go from the least probable Marburg cases to the confirmed area to avoid indeed to cross-contamination of the patients. So this principle is everywhere the same. If you can have it in a very big center. For example, we've had during the West African outbreak, we have had a center of up to 200 beds, which was enormous, Elba 3. So there it's the same principle as if you have a very small isolation ward of maybe even one single bed, for example. So the principles are the same. Then you will hear different terms. So we can have a treatment center with low bed capacity or high. You can have so-called decentralized centers, which you have a part of the health post or health center that has an isolation area where you can have suspected or even confirmed cases. You can have so-called transit centers where patients wait until they are transported to the filovirus centers where they get tested. And you can have, for example, in the case of Cameroon, when there was the outbreak in Equateur, you could consider, like at the areas bordering Equateur, to have in the health structures always already an isolation room ready in case you have a suspect case coming. And then also in some outbreaks, if patients either you detect the patient and it's too late to bring him to the isolation center, or the patient refuses to go to the isolation center, then you can think as well to do the isolation at home. That's all possible. So here, just to give an example, on the left you see an individual room in a suspected area of a patient that is waiting for the laboratory result. And on the right you see a big filovirus treatment center. So it's completely separate, this one, from a hospital. So it's a completely new setup tent structure, with in red the high risk area and in green the low risk area. So high risk area is there where the patients are and the liquids are, and the low risk area, that's where the staff is entering and leaving, and where they are changing, and where you do the laundry. So it's normally there should not be the infectious body fluids,
but you never know. It's never 0% risk. So that's why it's called the low risk area. With a specific entry as well for hand wash and foot bath. So then whenever in the future you may have suspicion of an outbreak, hopefully not, but maybe. So you need to be prepared. So when it's the case, so you will have a special dressing area where people can dress up. So this should not be mixed. This should not be in the triage area, not be in the confirmed area. This should be separate from the low risk into the high risk area. It should be a separate area with staff properly trained to help dressing up the people going inside with the PPE, and need to be very rigorous because no skin and no mucous membranes should stay uncovered. And for the undressing, it's the same. So people have been touching patients, so they are potentially contaminated with fluids on the part of the suits. So then during the undressing, it's a risky procedure because you have all the fluids, and then one by one you will take it off with the risk that that something will come into your eyes, your nose, or your mouth, or on your bare skin, and then later on you can touch your nose or your mouth or your eyes. So this also is a very strict procedure, and you always need to have dedicated staff to help with the undressing, because if you've been 1 hour inside, you are completely tired. Sometimes you can't think so properly anymore. So it's good then if somebody tells you, okay, now you remove your goggles, now you remove this, now you remove this. So that's very important steps to avoid transmission to the staff. Then, so if you will have confirmed patients, in fact, their houses are potentially full of contaminated material. So the other family members would like to continue to live in that house. So you would need to disinfect as well the houses of the confirmed patients. This needs to be done in full PPE as well, because potentially the fluids can be everywhere. You need to explain this well to the family, because if you go there and just start disinfecting the houses, they may not accept it. And also it's good not to come already dressed, but to dress in PPE in front of the family. Otherwise they can get scared. And if there's, for example, mattresses that are full of blood or other liquids, you need to destroy it, but always replace it immediately to give it back to the family. Because if you just go there to disinfect and to destroy things, it will not be accepted. Then a little word on the preparation. So my colleague, Dr. Brunga, has mentioned already several steps. So first of all, we need to be aware of the risk. So far, there's never been a case in Cameroon yet. But of course, it's always possible. So either from the beds that are in the country, or either imported from the countries around where there have been outbreaks, like in Dominican Republic, the Republic of Congo, and the Equatorial Guinea, which are both bordering. So if there's outbreaks in these countries, we need to be aware. And then we need to know how the people are moving between the two countries. And just to be aware that patients can come inside the country. So what is always good to try to raise, especially there where we can expect the patients, but of course, in general, in all health settings, to have a maximum level of IPC to avoid this nosocomial transmission. We need already, like we're doing now, training of the staff to know what is disease and what are the steps to take, to at least to have some theoretical knowledge, and also to be able to recognize it. Because, for example, in West Africa, the outbreak has been able to go around for several months before people started to raise the alarm, because nobody thought of filoviruses, because it has never been in that area before. Then, indeed, if there are outbreaks in the other countries, it's good to have a surveillance system with a case definition in the structures of the health structures at risk. And then normally, yeah, it depends on what case definition. There's several case definitions, as already explained by my colleague before. But normally you check, is there fever? Are there general symptoms? Did somebody visit somebody very sick, or did somebody visit a funeral in the last 21 days, because that's the incubation period? Or is there any unexplained bleeding?
So often these are the parameters to check for. Also already good is to know where in the country we can do the laboratory test, mainly the PCR tests. Because if you are confronted with the patient, you need to know ASAP if it is a filovirus case or not. Because if, for example, within 24 hours you can exclude the diagnosis, then everybody can relax. But if you need to wait for 4 to 5 days before to have the result, this is very stressful for the patient, for the family, and for the healthcare workers. Then also already good in each structure to always have an area where we can isolate a person with a strange disease. And if we do have somebody with symptoms that could be Marburg, that we can isolate that person. And then we use the right PPE. We need to take the samples and to send the samples to the laboratory. And also it's always good to have already a certain stock of protective material and disinfection material in the different health structures at risk. And what is also always good to always know who in the country do have experience with managing filoviruses. Because in case there is a case, it can always be good to send those people with experience to train the people on the spot. I think that's it. Yes, that was what I wanted to share with you. Thanks for your attention. Okay. Merci Esther pour ce brillant et enrichissant exposé sur la prévention et le contrôle des infections Marburg. Nous retenons qu'il est important de protéger d'abord le personnel de santé parce que c'est le premier à risque, mais également le personnel, les membres de la famille qui vivent avec le patient. Et pour ce, il y a des protocoles précis en termes d'équipement de protection individuelle, en termes de traitement de l'eau, en termes d'hygiène, en termes même de configuration d'un centre d'isolement et de traitement, en termes de décontamination de l'habitat, en termes d'habillage et de déshabillage. Il est très important, en termes de transport sécurisé, il est très important d'assurer le conseil du patient et des membres de la famille qui peuvent être totalement désemparés par tous ces protocoles et ces pratiques qui peuvent leur sembler nouvelles. Merci beaucoup Esther. Nous allons passer sans plus tarder. Nous allons donner la parole à Dr. Jerry Jonas Bacha, qui va aborder les principes de prise en charge de cas, mais également la prise en charge, bien la gestion globale, l'approche de gestion globale d'une épidémie de Marburg. Dr. Jerry, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez confirmer que vous pouvez voir mon écran? Oui, on le voit. D'accord. La présentation se trouve en français, mais je vais parler en anglais. So just very quickly, I will be able to take you through the proper case management and the overall global aspects which should be deployed when we are facing Marburg or any other hemorrhagic fever diseases. So I'm actually a WHO staff working at the regional office, but I was deployed here in Rwanda to support the teams on this current Marburg outbreak. So without delay, this will be the outline of my presentations, which will be looking at those 6 aspects. And some of them have been already touched by my colleagues. So very quickly now to specifically touch on some of the points which has been already highlighted. Just to let you know, when it comes to case fatality rates for Marburg, which
varies between 24 to 88%. And that is actually data coming from outbreaks which has been reported in different countries since 1967. And in terms of transmissions, it has been highlighted. It may be contact with sick patients or contact with some of the animals which may have been in contact with some of the people while visiting some of the area which are prone to this disease. Now, in terms of a clinical appearance, it's similar to some of the diseases we know, and that's where confusion comes. I will give you a background of the current outbreaks in Rwanda. It starts with unidentified febrile illnesses, which comes with additional symptoms, which may include headaches, some lethargy, myalgia, and which unfortunately may progress to other critical conditions, which includes multi-organs failure, which may touch different organs. And basically, when you look at the current outbreaks in Rwanda, when the first case was reported in health facilities, before the person is being known to have Marburg, the person was treated as having severe malaria. So at late stage, when the person starts bleeding and showing signs of multi-organ failure, they decided to look at other causes, includes this whole series of hemorrhagic fevers. So they end up discovering that it's actually Marburg. So this has been already explained by my colleagues. This is the overall chain of transmissions of the disease, which is going through these cycles, which comes from birds to human beings. And sometimes we may have transitions in other zoonotic transmissions, which may include some primates like a chimpanzee to human beings. And this is actually the cycles. The worst part of the cycles when we can see these secondary transmissions between human beings, which unfortunately, it's one of a critical part of the response where we would like to deliver more and stop these interhuman transmissions. Now, this is a map showing you how the virus has been able to be identified in some specific part of the continent, different continents. And as you can see, it's mainly some tropical regions, but with extensions to other continents like Australia. And this is actually one of the critical area where we can be able to identify some caves which are habitat for these particular animals, bats, which has been already highlighted. So this is actually the habitat for those caves in this place, which has been identified throughout, as you can see from this map. And unfortunately, most of the outbreaks has been reported since 1967. One of the first cases reported, this is again researchers from Germany who visited some of the countries in Africa regions and end up manipulating some of the these chimpanzee kidneys during some of their research, experimental research. So they end up being infected. So the first cases has been reported in Marburg, which is one of the cities in Germany, but also in Frankfurt. And you can understand where the name Marburg came up from. But additional cases has been reported later among some of the travelers in countries like Yugoslavia, up to Rwanda currently. And as you can see for Rwanda, now we are having this case fatality rate of 23%,
Remember, I've highlighted that the case fatality rates may vary between 24 to 88%. But some exceptions can be seen in some countries where you may have some case fatality rates which appear to be higher. And again, that shouldn't be much, it should be reflected, I want to say, among the number of cases. Like when you look at the case fatality rate of 100% in Kenya, the one in the Netherlands, which has been highlighted by my colleagues, it's just one case, and ending with a case fatality of 100%. But in overall average, we can see that it varies between 88, and the 88 one, it's being reported in Angola, and now we are having the 24, which was the last one, was in Germany. But remember, in Rwanda, we're still responding to the outbreak. We are not yet out there. So we don't know how these case fatality rates will keep changing with time. So we should be able to. Now, when it comes now to a specific aspects in regards to treatments, major things need to be considered, and mainly three aspects. The first objective of strong treatment is to reduce the mortality among the infected and the high-risk populations. The second aspect is to prevent additional transmissions. This may be transmissions among caretakers, which was the situation here in Rwanda, but also the community transmission. And lastly, it's about psychosocial support, which includes other aspects related to risk communications and the community engagement, which appear to be very key when it comes to outbreaks response. Now, what are the case management approach which are being used? We have mainly four approaches. The first one, it's early identifications of cases. And this requires to have very strong and active surveillance systems, which can be able to identify very quickly suspected cases and take it to the notification systems in a country so that actions can be taken very quickly. If we have some suspected cases, the other aspect which needs to be considered is about rapid isolations, which appear to be very key. The suspected cases, which can be identified very quickly, can be provided with specific isolations in special units, which may be within treatment centers or treatment units, so that they can be provided with key care to avoid additional transmissions, but also to provide some supportive care. That brings me to the third point on the case management approach, which, again, it's just supportive care. It's been highlighted that we don't have systematic treatment as of now. We don't have an approved vaccine. We don't have a clear therapeutic approach. Whatever we have currently, they are being under trial. And we hope that in the future, we can be able now to have some key conclusions, which can end up providing additional steps in fighting this disease, having a clear therapeutics programs, but which includes also a vaccine. So that it's something you should just keep in mind. Some of the management we are providing, it's just to ensure there is a proper hydration. Patient can be provided with additional fluids to avoid electrolytes imbalance, and the treatment of symptoms, which has been highlighted already as part of the signs and symptoms we can see. But the other key aspect, it's about preventions and control of infections, which is a big aspect highlighted by my colleagues from MSF. Utilization of a clear steps and procedures when it comes to prevention and control of infections, it's very key in any steps to be considered when responding to the disease. Now, when it comes to treatment centers, which appear to be very key,
there is always a process to put in place some specialized treatment centers, which should be fully equipped to support treatment of Marburg infected patients, but also to provide, to prevent transmissions to caregivers. The other aspect, it's about isolation and the triage, which appear to be very key. Now, under these points, I would like to highlight some of a few points in Rwanda outbreaks. So the first index case came in health facilities, and he was treated as a malaria patient. And now you can imagine after 2-3 days being admitted and being treated as a malaria patient, number of care health workers who provided treatment to that patient, so they end up being infected on a daily basis, unfortunately. And as of now, 8% of the overall 63 confirmed cases, 8% of those 63 are health workers, which shows again how health workers should be protected. They are really very vulnerable when it comes to such outbreaks. Fortunately, again, this is one of the first outbreaks being reported in urban area, in a capital city, but we don't have community transmissions, fortunately. And that's one of the aspects which has been highlighted. Once this case has been confirmed, the additional measures has been taken, which includes very quick deployment of the rapid response teams to make sure that there is isolation of suspected cases, but also isolation of all caretakers and the caregivers, health workers who have been engaged in the management of these patients. So that's the situations in Rwanda, but we are happy to see how things are under control. Yesterday, there was another new case, but this is one of the health workers who was already under follow-up for the 21 days. And again, some things to highlight here, it's about continuous trainings, capacity buildings, as we are providing care, but also we should be able to make sure that staff are still provided with key capacity buildings to ensure that they are providing safe care to patients. Now, in overall speaking, these are 5C which are recommended when it comes to the overall management of any highly infectious diseases currently. The first one, it's about collaborative surveillance. When we talked about collaborative surveillance, we are looking at other aspects, which includes epidemiological investigations and contact tracings. We look at the overall interface between health systems and communities. We are looking at the entry points, which has been highlighted, but we are also looking at the case, enhance active case findings at all levels, within communities, but also within health facilities. The second C, it's about coordinations. Remember, this is something very key, and one of the key aspects, it's about coordinating ourselves and having a clear multi-sectoral, multidisciplinary approach of the response. The other C, it's about care, which should be safe and scalable. The next C is about community engagement, which appear to be very key. Remember that all outbreaks started always in a community and it ended in a community. So engaging communities appear to be very key when it comes to management of such highly infectious diseases. And last but not least, it's about additional countermeasures, but also research. It has been highlighted that we don't have a specific treatment now. We are still relying on some molecules which are still under a clinical trial. That includes favipiravir, but also ribavirin and the other monoclonal antibody like the MBP 091, which are still under
clinical trial, and we hope that they will be able to show a very high level of effectiveness, efficiency when it comes to management of patients. Now, in overall management, when it comes to our international approach of dealing with such highly diseases, we need a very strong international collaborations, but also resources to be mobilized very quickly. So this shows again a level of key pillars of the response which are deployed. Basically here in Rwanda, we are having 12 pillars of the response where we are trying to see what can be done. And again, when it comes to local response, of course, we are having this case management. We are having IPC, WASH, among other pillars. But when it comes now to international collaborations, since this is regulated by the international health regulations, we need to ensure that there is no spread of the disease out of our borders. And that we are looking at the point of entry, which should be very strong to support management of other contact to not take out the disease out of the country. And I think so far for Rwanda, we have been able to contain the disease in country. There is no so far any confirmed case out of Rwanda so far. And as you know, we are sharing borders, and which includes the air transports, where we have a very close exchange with Rwanda. So we should be able to make sure that all pillars of the response are considered when we are responding. Again, the main message here is about multisectoriality, multidisciplinarity approach under the big umbrella of One Health. And finally, in conclusions, again, when it comes to overall management of Marburg outbreaks, what is very key to keep in mind, it's about the fast response. Having trained people, being able to provide them with required equipment to deploy the response when it's needed, it's very key. That will enhance a very comprehensive, effective case management. Holistic approach, I've highlighted multisectoriality, multidisciplinarity approach appear to be very key. And looking at other sectors beyond health will be very key when it comes to overall response. And last but not least, which is something already highlighted by my colleague, the IPC again appear to be very key. And IPC can be implemented at community, but also in health facilities, which will prevent the spread of disease out of our borders. And again, here in Rwanda, we have witnessed how community, but also other partners and health workers has been fully engaged to really provide response which is needed. Unfortunately, we have lost 8% of healthcare workers among the death reported, unfortunately. But now we are sure the situation is stable, and hope that it will not reach Cameroon. That's our wish. But again, deployment of some of the preparedness measures should be considered to make sure that we are well prepared to respond very quickly in case any things happen in Cameroon. So thank you very much, and back to you, Dr. Ahmed. Donc, merci, Dr. Jerry Jonas, pour cet exposé très enrichissant sur l'approche de prise en charge des cas, mais également l'approche de gestion globale de l'épidémie. Donc, nous retenons que pour ce qui est de la prise en charge, les objectifs premiers sont d'assurer la réduction de la mortalité, de prévenir une transmission additionnelle et d'assurer le soutien psychosocial des patients et de leurs familles. Elle repose sur une identification précoce des cas, un isolement rapide,
des soins de soutien adaptés à l'absence d'un traitement spécifique et des mesures de prévention, de contrôle de l'infection efficaces. Il existe pour ce faire des centres de traitement spécialisés qui doivent être mis en place. Donc, si nous faisons face à une telle épidémie, nous devons préparer des zones d'isolement et de triage et la formation continue qui doit permettre non seulement au personnel de poser les bons actes, mais également de se protéger. Pour la gestion globale de l'épidémie, elle repose principalement sur une surveillance collaborative, intégrée, interconnectée, avec une approche une seule santé. Un mécanisme de coordination efficace et adapté aux situations d'urgence de grande envergure, basé sur la multisectorialité et la multidisciplinarité, des mécanismes d'engagement communautaire forts et la prévention contrôle de l'infection. Un point qui pourrait permettre d'améliorer la gestion globale et les futures épidémies, c'est la recherche opérationnelle, notamment à la quête des traitements efficaces. Enfin, ne pas oublier la continuité des services. En conclusion, une approche globale pour la prise en charge des cas et la gestion des épidémies de Marburg, telles que Marburg, repose sur la rapidité, sur l'approche holistique, sur la prévention et le contrôle de l'infection, afin de se rassurer que le personnel et tous les intervenants restent sains. Après ce résumé, nous allons passer la parole à l'auditoire. Il y a de nombreuses questions qui sont posées. Plusieurs ont déjà obtenu des réponses dans le chat. Et nous allons prendre les questions additionnelles qui n'ont pas encore eu de réponse. Donc, nous passons à la série de questions-réponses. Et nous allons faire un tri. Arrêtez un peu. On peut prendre les questions du chat. OK. Alors, vous pouvez lever la main s'il y a des questions particulières, sauf si tout a été clairement énoncé. Et aussi, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des problèmes de connexion. Docteur Ngomba, il y a une main levée. OK, Monsieur Emmanuel Bosso, vous avez la parole. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Emmanuel Bosso. Oui, bonjour, docteur Ngomba Armel. Je suis professeur Emmanuel Bosso, un collègue de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Je suis avec attention les différents webinaires qui sont proposés par le ministère de la Santé publique depuis un certain temps. Et je profite d'ailleurs pour féliciter cette initiative-là. Alors, je vais commencer mon propos en félicitant déjà tous les conférenciers pour la qualité de leur présentation. Mais voilà, j'avais quand même une petite question pour Dr Bilunga. En fait, je voudrais comprendre l'opportunité de ce webinaire. Je sais que de façon globale, l'idée, c'est de partager, bref, d'apporter déjà un éclairci aux personnes, parce que c'est des maladies quand même qui ne sont pas assez connues, surtout au Cameroun, euh, mais également de parler de la surveillance épidémiologique. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que peu importe
si on a des cas, il va quand même falloir les prendre en charge. Alors, Dr Bilunga parlait des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Je pense que pour n'importe quelle épidémie, on peut penser qu'effectivement, si des personnes se déplacent, on peut avoir des cas. Parce que c'est quand même une maladie qui a un taux de létalité assez élevé. On l'a vu dans certains cas, près de 100%. Mais sinon, la moyenne, c'est dans les 50%. C'est quand même assez grave. Alors, je vais aller à ma question parce que euh, il est à noter que dans la dernière présentation, on a quand même vu que la majorité des cas observés, c'est en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, la littérature le dit, c'est en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. C'est une maladie qui est très rarement rencontrée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est vrai que lors de la précédente épidémie, on a eu une épidémie en Guinée équatoriale et en conséquence, on a eu un cas au Cameroun. Ça peut encore s'expliquer grâce à la proximité avec la Guinée équatoriale et le Cameroun. Mais tenant compte du fait que c'est quand même une maladie qui est un peu plus éloignée de nous parce que actuellement le Rwanda qui est affecté n'est pas directement voisin à nous. Est-ce que vous pensez que on court vraiment des gros risques parce qu'elle a parlé de risques élevés? Est-ce qu'on court vraiment de gros risques à avoir une épidémie au Cameroun? Merci. Merci, professeur, pour votre question. Nous sommes honorés de vous avoir chaque fois pour ces webinaires-là. Donc, la question est de savoir quelle est l'opportunité qui nous fait parler de assez considérable. Maintenant aussi, on n'aimerait pas que forcément, lorsqu'on parle d'une maladie à potentiel épidémique, surtout en termes de fièvre hémorragique, que l'on pense que le risque vient simplement d'ailleurs. Apparemment, la connexion est instable. Je vais couper mon micro pour améliorer. Donc, je disais, lorsqu'on parle d'une maladie à potentiel épidémique, notamment les fièvres hémorragiques virales, où le réservoir se retrouve chez que nous-mêmes ici, on peut se lever un matin et on a un cas confirmé d'une maladie hémorragique virale, que ce soit Marburg ou alors la maladie à virus Ebola. Donc voilà déjà en termes de risque, ce qui nous a permis de dire que le risque est élevé. Il y a des questions dans le chat. Il y a des questions dans le gérer chat. ces épidémies, on sait que le personnel ne sera pas forcément qualifié dès les premiers cas. Donc, le taux de létalité. Alors, pour cette question, par rapport à la létalité observée, vous m'entendez? Oui, docteur, on vous entend. Oui, non, je disais par rapport à la létalité observée parmi les personnels soignants, qu'est-ce qui explique cela? Alors, comme je l'ai expliqué, le premier cas index, quand il a été réussi, il a été traité comme un patient ayant un paludisme grave.
forme neurologique. Alors, il a été admis, vu que c'était un patient qui avait des moyens, donc on a voulu vraiment donner aussi des soins appropriés par rapport au paludisme. Il a semblé un peu se stabiliser, donc il était en hospitalisation pendant toute une semaine. Et donc, vous imaginez le nombre de patients, le nombre de personnels soignants qui ont eu à faire la revue de ces malades pendant toute une semaine. Alors, un bon matin, il va développer des formes de défaillance multiviscérale. Et donc, il a été conduit aux urgences encore dans les soins intensifs appropriés. On a essayé de donner des choses appropriées, incluant l'intubation. Donc, ça n'a pas marché jusqu'à ce que le patient décède. Alors, tous ceux qui ont entouré ces cas ont été des contacts. Bien sûr qu'on a pu déceler qu'il s'agissait de la maladie à virus Marburg, mais avec un retard. Et donc, tous les personnels travaillent dans les soins intensifs, incluant les médecins urgentistes et d'autres personnels travaillent dans l'unité de soins intensifs ou dans des services de médecine interne. Donc, ont été des contacts et malheureusement, ils ont pu développer des signes et symptômes après. Et bon nombre d'entre eux en sont morts, malheureusement. Et donc, sur les 63, on a 80% des personnes qui ont été emportées par la maladie, malheureusement. Et donc, c'est cette transmission intra-hospitalière qui s'en est suivie. Comme il y a certains personnels de santé qui travaillent dans l'hôpital X et pendant la journée, et pendant la nuit, ils se rendent dans l'hôpital Y, ce qui a été le cas au Rwanda. Et donc, c'était des contacts qui ont apporté, qui ont transporté le virus dans l'hôpital voisin, toujours au niveau de la capitale. Et malheureusement, donc, on a constaté encore un autre cluster de personnel soignants dans un second hôpital, mais aussi dans 3 hôpitaux de la ville au total. Et donc, ce qui est dommage, on a perdu ces personnels de santé, mais ce qui est bon à noter, c'est cette transmission communautaire qui n'a pas suivi. Et ce qui est, je dirais, cette capacité d'avoir isolé très rapidement les contacts et les contacts des contacts. Donc, ça a permis de limiter cette transmission communautaire. Donc, ça s'est limité seulement parmi les personnels soignants. Donc, voilà un peu ce qui explique cette mortalité observée dans le milieu hospitalier et surtout parmi les personnels de santé. Merci. Merci pour cet éclaircissement. Il y a plusieurs questions qui sont en train d'être répondues instantanément dans le chat par notre équipe. Donc, n'hésitez pas à écrire les questions dans le chat. Il y a toute l'équipe qui est là pour répondre. Et nous allons passer la parole à notre experte nationale, Dr Esso Linda, qui va nous dire un mot global sur Marburg, mais au Cameroun. Quel est le take-home message? Et est-ce qu'on doit encore douter? Est-ce qu'on doit encore douter du risque que le pays encourt? Docteur Linda est-elle en ligne? Ok, docteur Esso Linda doit probablement avoir des problèmes de connexion. Donc, je vais être modératrice et experte pour ce national, pour ce webinaire. Donc, nous sommes à la fin, nous continuons de prendre les questions dans le chat. Ce qu'il faut retenir, puisque notre auditoire aujourd'hui ciblait d'abord les professionnels qui travaillent au Cameroun,
qui œuvrent pour la santé des populations camerounaises, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque est présent. Le risque est présent, il n'est pas un risque virtuel. Nous savons bien qu'aujourd'hui, le monde est un gros village, un village planétaire. Nous avons vu lors de l'histoire même de Mabou qu'au départ, c'était venu, il y a les premiers cas avaient été observés en Europe. Donc, aujourd'hui, avec les mouvements des populations, un cas au Rwanda peut se retrouver facilement ici, surtout que les premiers symptômes ne sont pas des symptômes typiques de fièvre hémorragique. Donc, le Cameroun est en situation d'alerte élevée. Il faut dire que nous avons des vols directs qui réunissent le Cameroun et le Rwanda. Donc, le Rwanda n'est pas si loin, même si nous ne partageons pas des frontières terrestres. C'est pour cette raison que ce webinaire est d'actualité de la plus haute importance. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Contrôler ou se préparer vaut mieux que répondre. Donc, là, nous nous adressons plus à nos collègues du niveau opérationnel, intermédiaire, du niveau central et de tous ceux qui seraient dans les secteurs liés à la santé ou à la gestion des épidémies et tous ceux qui sont des autres disciplines pour que nous travaillions ensemble pour se rassurer que nous n'importons pas ou nous ne laissons pas entrer les cas. Et même vu le risque endogène, que si jamais il y a un cas qui survient, que nous soyons suffisamment en alerte pour pouvoir évoquer la suspicion de cas. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous savons que la formation, comme on le dit, elle est continue. Il faut retenir des messages tout doucement, l'apprentissage se fait tout doucement. Mais nous remercions particulièrement nos orateurs qui nous ont vraiment édifiés sur cette maladie qui semble lointaine, mais dont le Cameroun n'est pas tout à fait à l'abri. Nous remercions les structures qui nous ont assistés pour la mise en œuvre de ce webinaire. Déjà, les structures qui ont pourvu aux experts MSF et OMS, mais également toutes les structures qui permettent à ce que ces webinaires se tiennent, ECHO, CDC. Nous remercions tous nos collègues qui ont consacré 1 heure de leur temps ou un peu plus pour assister à ce webinaire. C'est un fort encouragement. Le taux de participation est une forme d'encouragement. N'hésitez pas à partager les liens des prochains webinaires et surtout de vous connecter. Je vous remercie au nom de l'équipe du MinSanté et on se dit au prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Obrigado. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. 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 Merci beaucoup à tout le monde. Thank you so much. Et à nouveau, Thank you very much. merci. Merci. Partagez les présentations, s'il vous plaît. Celui qui irait une combinaison et 2
Très bien.